beaucoup à tous d'être encore là. Je vais essayer d'être assez bref, mais l'idée, ça va être pour conclure cette journée, d'essayer de faire, alors ce qu'en droit on aime beaucoup faire à la fin des colloques, mais ça va vraiment être une tentative et elle sera très courte, de faire un rapport de synthèse de la journée. Donc en gros, essayer de récapituler tout ce qui s'est dit aujourd'hui. Alors évidemment, ça va être une fois de plus, un, très rapide et deux, très modeste, hein, je ne vais pas du tout reprendre toutes les idées, mais essayer de faire un peu la trame de tout ce qui s'est dit pour faire une sorte de bilan, avant évidemment de dresser peut-être quelques perspectives pour la suite. Alors on a d'abord eu des réflexions sur la surveillance du jeu vidéo, parce que je vous rappelle que la journée c'était des surveillances du jeu vidéo et la surveillance dans le jeu vidéo, et je crois qu'on a appris, en tout cas on a redécouvert, expliqué que le jeu vidéo était d'abord une industrie, hein, c'est la première industrie culturelle mondiale, c'est une industrie qui est extrêmement démocratisée, et Julien Pilot nous a expliqué que le développement du marché est la raison pour laquelle à la fois les entreprises du numérique ont mis sous surveillance les joueurs, et de plus en plus, mais aussi, de l'autre côté, la raison pour laquelle le marché est lui aussi de plus en plus régulé et contrôlé. Alors cette démocratisation du jeu vidéo, elle entraîne aussi des nouvelles problématiques avec le développement de nouveaux mécanismes. On a évoqué par exemple les loot box, hein, dans lesquels vous ne découvrez ce que vous avez acheté qu'après l'avoir acheté, avec un certain nombre de risques qui peuvent se poser, notamment sur des publics plus jeunes, mais aussi sur des publics adultes, hein, risque d'addiction, etc., avec un encadrement qui reste encore totalement aujourd'hui, un, à débattre, et deux, à construire avec des divergences entre les différents pays. Alors le jeu vidéo lui-même se transforme, hein, il devient un service, il se plateformise. Cette transformation, elle est permise par la collecte des données qui est devenue généralisée, et avec un phénomène d'auto-renforcement, hein, c'est-à-dire que plus on collecte de données, plus on permet que le jeu vidéo se plateformise, et plus on plateformise, plus on collecte des données. Donc dans une forme de cercle vicieux de la collecte des données. Ça c'est Sarah de Tease, hein, qui a évoqué cela ce matin, en évoquant notamment le jeu Fortnite et comment se met en place un mécanisme interne du jeu visant à surstimuler le joueur pour le faire rester et collecter toujours plus de données, et surtout le faire dépenser aussi toujours plus sur le jeu. Mais alors, qui régule quoi, hein, ce constat, c'est la question qu'on peut se poser, et c'est la question à laquelle a tenté de répondre Pierre Fehrenbach. De nombreux acteurs participent à l'encadrement du jeu vidéo, hein, c'est ce qu'il a très bien montré, des acteurs publics, mais aussi des acteurs privés, des associations, et aussi le rôle de la société civile, avec un encadrement qui est double pour le juriste que je suis, c'est-à-dire un encadrement à la fois par une autorégulation, avec le système PEGI par exemple, et puis un encadrement plus classique, plus coercitif, plus normatif, plus contraignant, avec des textes législatifs et réglementaires. Alors ces données, elles représentent pour beaucoup, en tout cas pour la majeure partie d'entre elles, des données à caractère personnel. En cela, Hélène Skripniak, hein, nous a expliqué à quel point elles devaient être protégées. Elles sont effectivement encadrées juridiquement par le règlement général sur la protection des données ou par l'AI Act, mais ces outils peinent en pratique à s'imposer au monde du jeu vidéo, tant à la fois le consentement, c'est ce qu'on a vu avec les conditions générales de vente, le consentement du joueur est peu éclairé, et tant les pratiques elles-mêmes sont souvent obscures. L'enquête de terrain menée par Esteban Giner a confirmé au moins en partie ces inquiétudes en montrant comment se dessine une professionnalisation de la captation des données dans les studios de jeux vidéo, à quel point les équipes de production sont en lien avec les équipes de données, tout en diluant les responsabilités éthiques, hein, je ne fais que de la captation de données de jeu. Alors dans ce monde, vous l'avez compris, tout le monde est surveillé. Le joueur, le travailleur, dont on l'a évoqué rapidement, les conditions de travail se dégradent parfois, mais aussi l'e-sportif, le joueur d'e-sport, le joueur professionnel même d'e-sport, dont le statut juridique manque de clarté au regard de la pression qu'il peut avoir et du pouvoir très important des éditeurs de jeux vidéo. Sur ce point, Kieran Vandenberg a évoqué ce matin quelques-unes de ces difficultés. Voilà ce qu'il en était pour la surveillance du jeu vidéo, mais le jeu vidéo n'est pas qu'une industrie, le jeu vidéo c'est aussi un objet culturel, c'est aussi un art, on a essayé de le prendre en tout cas comme tel, et donc le jeu vidéo nous présente un regard sur la surveillance qu'il est essentiel d'interroger quant aux représentations, dystopiques ou non, c'est ce qu'on a évoqué un petit peu, en tout cas de moins en moins dystopiques, de la surveillance. Alors en ce sens, José Luis de Miras a évoqué avec grande pertinence de nombreux exemples de jeux vidéo au sens strict, mais aussi de fiction, qui mettent en scène des questions liées à la surveillance, soit pour jouer avec le joueur, comme dans Metal Gear Solid, soit pour faire du joueur une sorte de dieu qui manipule le personnage de fiction lui-même.
Parmi ces jeux, on peut sans doute accorder une place particulière à Cyberpunk 2077, sur lequel Flavie Fallet a porté son regard. Le cyberpunk apparaît ainsi comme un sous-genre idéal pour parler de la surveillance, et le jeu met en scène des dispositifs de contrôle du quotidien dans un espace urbain hyper technologisé qui, mine de rien, n'est pas si éloigné du nôtre. Quel est alors le rôle du jeu vidéo? Alors, une réflexion peut être menée, ce qu'on a fait avec Étienne Armand Amato, pour penser l'avatar, mais aussi tout ce qu'il y a derrière. Le jeu vidéo permet notamment, sans doute, d'encapaciter les personnes grâce aux pratiques de jeux vidéo. Le jeu apparaît comme une prise de responsabilité, même au second degré, pour nous faire prendre conscience, mais aussi nous déreifier, nous rendre davantage acteurs. Cette dimension est d'autant plus grande que la surveillance ne se traduit pas nécessairement dans le scénario des jeux, mais peut aussi se montrer plus subrepticement, plus insidieusement, dans certaines mécaniques du jeu. Guillaume Grandjean a ainsi exploré le mode empreinte de 2 jeux dans la série The Legend of Zelda. Ce qui apparaît comme une fonctionnalité en apparence anodine, en réalité cache une véritable surveillance du joueur auquel il accède très imparfaitement. Les mécaniques du jeu peuvent enfin conduire le joueur à se conduire lui-même comme un surveillant et à le confronter à son propre regard sur l'usage de ces techniques à travers l'effet miroir que peut représenter le jeu. C'est ce que font Dimitri Balzan et Julien Verne qui créent le jeu The Lost Your Future, et que ce jeu méritera définitivement d'être suivi et joué. Je n'ai oublié personne normalement. Comment résumer tout ça? Alors c'est évidemment impossible, et c'est impossible surtout à faire à chaud comme ça après toutes vos interventions. Il faudra sans doute du temps pour digérer tout ce qui a été dit, tous les éléments qui ont été évoqués, prendre du recul, tirer des conclusions, et surtout continuer à travailler. En quelques mots, le jeu vidéo et la surveillance ont donc beaucoup plus à dire qu'on ne pourrait le penser a priori, et je crois que cette journée l'a montré. Le jeu vidéo comme industrie culturelle est particulièrement surveillé et encadré. Les travailleurs soumis à des pressions du marché n'échappent pas à une forme de surveillance qui, comme d'autres branches professionnelles, conduit à abîmer leurs conditions de travail. Le joueur lui-même, comme usager de ces outils, est surveillé, parfois consciemment, mais le plus souvent inconsciemment. Le jeu vidéo comme objet culturel nous dit aussi beaucoup des représentations de la surveillance, aussi bien par le scénario de certains jeux que par des mécaniques parfois moins assumées. Il n'est pas toujours, et du moins de moins en moins, une dystopie. Alors, quelques perspectives très rapides. Donc vous l'avez compris, l'idée de cette journée, c'était en fait plus un point de départ qu'un point d'arrivée. L'idée de cette journée, c'était de voir si effectivement il y avait de matière à dire quand on confrontait surveillance et jeux vidéo, c'est-à-dire les surveillance studies, qui sont un champ disciplinaire aujourd'hui très développé, notamment à l'échelle, en fait même si ça vient de Foucault, curieusement moins en France, mais plutôt dans le monde anglo-saxon, même si de plus en plus en France, et les game studies qui ont été évoqués, qui sont un champ disciplinaire, ce qu'on disait à table ce midi, c'est un champ disciplinaire qui en fait est maintenant assez ancien, mais qui lui aussi peine à se structurer, en tout cas en France. Et donc l'idée c'était de confronter ces deux champs et de voir ce qu'on avait à dire en prenant, et ça me tenait particulièrement à cœur et j'espère qu'on l'a réussi, pas le jeu vidéo de haut du point de vue du juriste, du sociologue, de l'infocom, etc. Mais plutôt vraiment en se mettant vraiment à considérer le jeu vidéo avec tout le sérieux qu'il mérite, à la fois comme industrie et comme art, vous l'avez bien compris. Donc le but de cette journée, une fois de plus, c'était qu'une esquisse, de voir un peu les différentes problématiques qui se dégageaient, et je crois qu'il y en a beaucoup, c'est la conclusion qu'on peut faire de manière certaine. On a évoqué beaucoup de pistes de recherche, donc, et c'est à mon avis surtout le point essentiel, vous l'avez compris, c'est un travail en cours, et qui ne fait même que débuter. Donc il va falloir voir dans quelles conditions, etc. on le fait, mais l'idée en tout cas c'est que l'Observatoire de la surveillance en démocratie va continuer à travailler sur l'axe de surveillance et jeux vidéo, avec sans doute le montage d'un groupe de travail, d'un groupe de recherche sur ces questions-là. Je reviendrai évidemment vers chacun des intervenants pour en discuter, mais au-delà des intervenants d'aujourd'hui, évidemment n'hésitez pas à venir vers moi, à venir vers nous, à l'Observatoire, pour travailler sur ces questions-là, parce que ça va nous animer sans doute dans les mois à venir, voire les années à venir. Je crois que notamment, il y a beaucoup de pistes de travail, mais notamment un travail de recensement, par exemple, des jeux qui évoquent les questions de surveillance et des représentations qu'ils traduisent, des mécaniques de gameplay qui en parlent. Rien que pour parler de cet aspect-là serait absolument passionnant à réaliser, et ça fera partie des pistes de recherche.
Pour conclure, et là vraiment conclure, quelques derniers remerciements. Remerciements à la fois donc à l'ensemble des intervenants d'aujourd'hui. Je sais que quand je vous ai contacté, déjà c'est un objet qui peut-être pour certains vous a paru bizarre, c'est-à-dire que je vous ai contacté souvent alors que vous travaillez sur le jeu vidéo. Moi je découvre ce champ puisque je viens plutôt du champ de la surveillance, donc je découvre ce champ du jeu vidéo. Donc voilà, qu'un objet un peu hybride, un peu bizarre ou voilà parfois, mais donc vous avez totalement joué le jeu, donc je vous en remercie à 200%. On a eu des interventions très variées, très intéressantes. Donc voilà, vraiment un immense merci à vous tous. Un très grand merci aux différents laboratoires qui ont soutenu la journée. Je les recite parce que c'est important. Le Cercle, donc le centre de recherche en droit constitutionnel, l'ISCJ, le centre de recherche en droit pénal et criminologie, l'IRDAP, le centre de recherche en droit des affaires, le Contrasec, le centre de recherche en droit du travail. C'est tout pour les juristes promis. Ensuite, le LABRI, le laboratoire d'informatique, et le MICA, le laboratoire d'information et de communication auquel j'appartiens, à l'université Bordeaux-Montaigne. Un très grand merci à toute l'équipe de l'Observatoire de surveillance en démocratie. Je suis tout seul maintenant ce soir d'Observatoire. Ils sont tous partis au fur et à mesure de la journée, mais vous les avez vus ce matin et vous les avez vus, vous avez vu Pauline, vous avez vu Marine, etc. qui font vivre cet observatoire qui aujourd'hui a une quinzaine de membres, continue à se développer en droit, en informatique, en infocom, en sociaux, en sciences politiques, en philosophie, etc. Donc voilà, là aussi les travaux sont à suivre sur le site observatoire-surveillance-démocratie.fr si vous voulez avoir toutes les infos. D'une manière générale, merci à tous ceux qui ont rendu cette journée possible. Merci à l'équipe audiovisuelle de l'université Bordeaux-Montaigne qui ne doit plus en pouvoir de moi en plus parce qu'ils sont venus déjà 2 fois au Node à 18h30 pour filmer et encore toute la journée aujourd'hui. Donc vraiment un très grand merci à vous, à Marine et Marine qui sont partis mais qui ont rendu aussi possible toute l'organisation derrière, et à l'IUT de nous accueillir aujourd'hui. J'espère que je n'ai oublié personne, mais normalement non. Et un dernier mot très personnel pour vous dire que c'était une journée qui me tenait vraiment très particulièrement à cœur. Ça a été dit ce matin, mais je suis nouvellement maître de conférence depuis septembre, donc c'est vraiment la toute première journée que j'organise. Et je voulais qu'elle soit sur ce sujet parce que voilà, je trouve que ça avait du sens, à la fois dans le cadre de l'université Bordeaux-Montaigne, qui est une université pluridisciplinaire. Et donc ça avait tout à fait du sens de travailler de sciences humaines, et donc de travailler autour de l'objet qu'est le jeu vidéo et de confronter ça aux thématiques de la surveillance. Je vous souhaite une excellente soirée, merci encore et puis à bientôt.